Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi-même, Rémi, grand élève de la vie, et qui ne sait qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, je suis ancien prof de philosophie et je reste passionné de philosophie. Et je peux aussi bien vous citer du Dumbledore que du Platon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de la mort. Donc, Simon, c'est quoi notre rapport à la mort en tant qu'être humain ? Alors, je pense qu'il dépend de la culture qu'on a. Euh, je pense qu'il y a des cultures où, je pense au bouddhisme, alors je ne connais pas grand-chose, c'est fait partie des petites choses que je connais là-dessus, mais qui ont un rapport à la mort beaucoup plus, je ne vais pas dire cool, parce que ce serait un peu abusé, mais moins fuyant que nous occidentaux, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, parce que nous, C'est, on a plutôt peur de la mort. j'ai l'impression. Je connais alors, parce que tu vois, il y a deux choses. Il y a une chose de se savoir mortel et une chose de se reconnaître en tant que mortel. Tu vois, dès l'instant, tu vois, si tu as une soirée et que dès que tu parles de choses un peu graves, notamment de la mort, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, ouais, bon, bah, si on parlait d'autre chose, tu bois quoi, ou je sais pas quoi. Tu vois que c'est un petit peu fuyant. Pareil, on le voit également dans la manière dont on gère les cimetières. Tu vois, c'est souvent en dehors de la ville, autour de l'église, mais c'est jamais en plein milieu de la place publique à côté du marché. Ou pareil, quand tu veux acheter une maison ou louer une maison ou un appart, toi, si tu as vu sur le cimetière, tu vas pas te dire, ouais, c'est génial, je la prends. Ouais, parce que quand tu dis, il y a une différence entre savoir qu'on est mortel et reconnaître la mort, Mhm. c'est-à-dire que on sait qu'un jour ou l'autre, on va mourir, mais en Oui. même temps, le jour où on est face à ça, Mhm. on vit une situation qui est inconfortable. Ah oui, clairement. Mais par rapport aux animaux, je fais une parenthèse sur les animaux. Par exemple, ton chat, Ouais. est-ce qu'il a conscience que lui, un jour, il va mourir? Je sais pas du tout. Je pense peut-être qu'il y a une forme de conscience chez certains animaux non humains du moment où tu te sens beaucoup plus faible. Ouais. Il me semble que alors pour les chats, je sais pas trop, mais il me semble que les chiens, ils s'isolent du coup au moment où ils se sentent partir. Ah ouais, d'accord. À Mais vérifier, hein, mais ouais, d'accord. Ok. Alors que, ouais, en fait, le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on ait cette conscience de la mhm. mort, ça nous fait faire des actions qui sont complètement différentes. Oui, parce que d'ailleurs en parlant du chat, voilà. Coucou le chat. Euh, tu veux dire des actions complètement différentes au sens ça donnerait plus de sens à notre vie parce qu'on se reconnaît en tant que mortel et du coup on se dit que c'est le moment ou jamais. Ou alors, ça, ça c'est plutôt, on va dire, une orientation positive de la chose, mais ça peut aussi nous scléroser. Nous dire, Oui. bah ouais, mais en fait, non, moi je sors pas parce qu'il y a un risque à chaque fois. Et donc, ça nous fait faire des choix qu'un animal n'aurait même pas à faire. Un animal, il vit tout simplement. Il vit ce qu'il est. Alors que nous, est-ce que c'est pas la mort qui fait qu'on on hésite sur plein de choses? Tu penses à hésiter à quoi par exemple? Bah, hésiter à réaliser ses rêves, à vivre de Mhm. sa passion, parce que on a cette peur de ouais. Après, je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas différentes morts? Il y a la mort physique, mais après, il y Mhm. a aussi une mort identitaire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai quitté mon boulot Mhm. pour me mettre sur l'enseignement de la peinture, quelque part, j'ai dû laisser mourir mon ancienne identité. C'est-à-dire, bah voilà, moi, en tant que salarié, je ne suis plus. Ouais, effectivement. Il y a cette idée-là. En fait, je pense que la mort peut à la fois nous empêcher de faire énormément de choses, parce qu'on voit le risque là où il n'y en a pas forcément, parce qu'en soi, la mort, elle peut surgir à tout moment. Tu peux marcher dans la rue, te faire écraser, mais tu peux même rester chez toi et faire une rupture d'anévrisme. Ouais. Et d'un coup, hop, t'es là, t'es plus là, en un clin d'œil.
Donc, il y a ce rapport-ci. Il y a à la fois des personnes qui ont peur du danger et du coup ne tentent rien. Mais du coup, étant donné que la mort fait partie intégrante de la vie, on ne peut pas définir la mort sans passer par une définition de la vie. Avoir peur de la mort, ça revient à avoir peur de vivre. Hmm. Ah ouais. Et du Et coup, du coup, est-ce que on peut faire l'inverse en disant, pour apprécier la vie, il faut apprécier aussi la mort? bah, peut-être pas l'apprécier, parce que ce serait un peu étrange d'apprécier la mort, d'autant plus que tu ne peux pas faire l'expérience de la mort. Tu l'as fait qu'une fois. Il y a- Après, parce que oui, il y a peut-être des expériences de mort imminente, mais tu vois, c'est de la mort imminente, c'est pas encore de la mort totale. Donc, tu peux pas faire l'expérience de la mort, tu peux juste. C'est pour ça que les personnes qui ont peur de la mort, c'était Épicure qui disait ça, parmi dans L'Être à Ménécée, son Tétrapharmacon. Il disait notamment les quatre remèdes, du coup. Parmi ces quatre remèdes, il y a la peur de la mort. Et il explique qu'il ne faut pas avoir peur de la mort dans la mesure où, tant qu'on est vivant, bah, on n'est pas mort, du coup. Donc, il y a la question de la mort ne se pose pas. Et une fois qu'on est mort, bah, on ne peut plus se poser la question de la mort. Du coup, ça ne sert à rien, en fait, d'en avoir peur. Soit on n'est pas concerné, soit on n'est plus là pour être concerné. Hmm. Et du coup, peut-être que les personnes qui ont peur de la mort, c'est pas de la mort en elle-même qu'ils ont peur, mais plutôt de la représentation de la mort, ou dans l'idée de souffrir, ou, ou alors ils imaginent le monde, leur vie avec leur absence, au sens Ouais, où c'est ça. Hmm. je verrai plus un tel, je verrai plus machin, ce sera fini, etc. Sauf qu'en soi, une fois mort, on s'en fout. Ouais. Oui, parce que si je prends mon cas, avec mes filles, par exemple, je me dis: «Ouais, Mhm. mais si je suis plus là, c'est ça va être plus difficile pour elles». Mhm. Alors qu'en fait, j'en sais rien. Oui, En fait, effectivement. on n'en sait rien parce que peut-être que justement, elles vont se dire: «OK, bah, à ce moment-là, je vais prendre mon autonomie». Elles vont être beaucoup plus débrouillardes, elles vont se forger, une carapace qui va les en fait, on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que le rapport fuyant à la mort, je pense qu'il est bénéfique, sinon on se mettrait en danger tout le temps. Il prendrait un couteau, il fera ah, 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 donc non, tu dis, ah bah non, je ne fais pas ça parce que je peux mourir. Donc il y a un bénéfice à avoir peur. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas la peur de la mort, c'est le danger qui peut conduire à la mort. C'est un peu plus précis. Donc il n'est pas néfaste. C'est une question de degré, en fait, de posologie, c'est encore un terme épicurien, qui dit que pas assez de peur de la mort peut nous mettre en danger, trop de peur de la mort peut nous empêcher de vivre. Et donc il faut viser ce qu'Aristote appelle l'arrêté, le juste milieu, qui est une forme de rapport sain à la mort. Au sens de la même manière que les autres animaux se sentent peut-être partir. Franchement, j'en sais rien, ça doit dépendre de la capacité cérébrale de l'animal. Tu vois, je pense qu'un singe a peut-être plus, je crois qu'ils ont 98% d'ADN en commun avec nous, a plus peut-être conscience d'une blessure mortelle ou du fait qu'il se sent partir que un rat ou un surmulot, je devrais les appeler maintenant. Et à ce moment-là, je me demande si, par exemple, on est sclérosé par cette peur de la mort, comment on peut faire pour accepter un petit peu plus ce destin-là? Mhm. Bah, déjà, faut réfléchir à la question d'un point de vue individuel et collectif, au sens où on voit bien que dans nos sociétés occidentales, on a un rapport à la mort où en fait on la fuit. Alors c'est ça qui est assez ambivalent, c'est que il y a de plus en plus de séries à la télé, policières, même sur Netflix, quoi que ce soit, policières, d'horreur ou quoi que ce soit, qui nous confrontent à- au meurtre, pas forcément à la mort, mais plutôt au meurtre, à l'idée de mourir.
Alors que dans nos sociétés, tout est fait en même temps pour qu'on n'y pense pas. Je parlais des cimetières qui étaient en dehors des villes, le fait que on n'ose pas discuter de la mort. Dès qu'on parle de ça, c'est un sujet à éviter, il ne faut pas en parler. On ne l'aborde pas avec les enfants, on ne l'aborde pas avec la vieillesse ou quoi que ce soit. Et, tu vois, même par rapport à la pandémie, alors le but, c'est pas de faire un jugement politique ou quoi, mais on voit que toute le frein de la liberté qu'on a eu était dans le but de sauver des vies, ce qui en soi est plutôt bénéfique. Mais, euh, mais c'était le philosophe, comment il s'appelle Comte Sponville, qui disait que oui, effectivement, c'est une très bonne chose de vouloir sauver les plus vulnérables, mais entre vouloir sauver quelqu'un qui a 85 ans et une espérance de vie qui ne va pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, et sauver peut-être des enfants, des plus jeunes ou quoi que ce soit, pour qui ils ont justement beaucoup plus de chances de persévérer dans leur existence, c'est peut-être plus discutable. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal. Et moi, j'aimerais te soumettre à un autre raisonnement sur le fait de mieux accepter la mort. C'est un raisonnement par l'absurde. Mhm. Savoir que serait la vie si on était immortel? Mhm. Bah, c'est sûr que pour le coup, il y aurait beaucoup moins d'enjeux. Il y aurait toujours. Alors attends, ça dépend si c'est immortel au sens de on ne meurt pas de vieillesse, ou est-ce que c'est immortel au sens où tu peux pas avoir de maladie, tu peux pas te tuer dans un accident de voiture ou quoi que ce soit. Parce que Ouais, là, c'est vrai que les dans deux. notre réalité, notre rapport à la mort, il est corrélé au fait que même si on n'est jamais malade, même si on n'a pas d'accident ou quoi que ce soit, il y a forcément le temps, un moment qui va faire qu'on ne sera plus là. Tu as cette sénescence qui fait que toutes tes cellules meurent petit à petit. Ouais. Bah, si on considère que tu peux pas mourir de vieillesse, Ouais. que tu vis éternellement. Mhm. Ce qui fait que tu as un rapport au temps beaucoup moins urgent. Tu peux dire, bah, tiens, tu vois, dans ton cas, peut-être que si tu étais immortel, tu serais pas, t'aurais pas changé de voie. Ouais, salarié pendant des limites des millénaires. Ah, parce que du coup, il n'y aurait pas de retraite non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et du coup, est-ce que la vie serait plus, plus palpitante? Parce que, en fait, l'être humain est quand même à la recherche de ce qui lui permettra d'accéder à l'immortalité. Mais finalement, je me demande, est-ce que c'est pas une malédiction plus qu'autre chose que d'accéder à ça? Parce que c'est finalement la mort qui fait que on arrive à profiter de la vie. Mais si on n'avait aucun risque de mourir, peut-être que tout serait fade finalement. Bah, c'est possible que ça manquerait un petit peu de piment, c'est clair. Parce que ça veut dire que tu pourrais persévérer dans quelque chose qui ne te correspond pas et il n'y aurait pas l'urgence du temps. Ouais. En fait, la Ouais. mort est quand même liée au temps fortement, quoi. Bah, j'ai l'impression. Parce que, tu vois, si je reprends ce que j'avais dit au début, ce savoir mortel et se reconnaître comme étant mortel, on se reconnaît comme étant mortel surtout par rapport au temps. Je connais personne, enfin, très peu de gens se disent, ah, peut-être qu'aujourd'hui, je vais tomber de ma chaise et mourir. Alors que c'est possible. Mais c'est plus quand tu y a un décès dans ta famille où tu vois tout de suite une baffe de réalité en mode plus tard, ce sera toi. Donc je pense que ce qui nous pousse à l'action, c'est quand même l'idée. Alors je ne sais pas si ça donne du sens à notre vie, mais en tout cas, c'est ce qui nous pousse à l'action. Une forme de deadline, comme on se met dans un objectif ou quoi que ce soit. Sauf que la deadline, on sait qu'il y en a une, on ne sait jamais quand elle pourra tomber. Ouais, ça me rappelle un film où... Non, c'était pas un film, mais c'était un manga japonais où tu Mhm. pouvais voir le temps qui reste à la personne avec un nombre au-dessus de sa tête. C'est C'est pas Death Death Note. Note. Ouais. Ouais, Ouais, si on avait ce pouvoir-là, savoir exactement quand est-ce qu'on va mourir, franchement, je sais pas. Je sais pas si ce serait une bonne idée. ouais.
Tu aurais envie de savoir, toi? Combien de temps il me reste à vivre? Ouais. Ben là, c'est pareil, il y a des plus et il y a des moins, hein, en Mm. fait. Le fait de le savoir, c'est peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te dire que tu vas vraiment profiter du temps qui te reste. Mhm. Et puis, en même temps, ça peut aussi te ça peut aussi te déprimer parce que Ouais. tu te dis: «Bah, non, en fait, ça sert à rien puisque il me reste tant de temps». Ouais. Ouais, Mais c'est là, il y a sûr. une forme d'inéluctabilité aussi. Ah bah là, oui, parce qu'une fois que tu le sais, ce serait une forme de destin qui fait, bah voilà, quoi que tu fasses, tu ne mourras pas avant telle date, date de péremption. Ouais. Mais si, par exemple, tu prends quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable, tout le monde lui dit: «Bon, bah, en gros, il te reste 6 mois», mais que Mhm. tu sais au fond de toi: «Non, mais en fait, moi, il me reste encore 40 ans à vivre». Ouais. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, quoi? Est-ce que en sachant ça, tu vas, du coup, rien faire ou en tout cas pas faire les actions pour te maintenir en vie et à ce moment-là, tu vas dépérir? Ou Mhm. est-ce que c'est justement parce que tu le sais pas que tu vas tout donner Ouais. et à ce moment-là, tu vas te sortir d'une situation qui semblait inextricable à la base? Mhm. Ah, j'avoue que je suis plutôt du partisan de vaut mieux pas savoir et prendre soin de soi tout court pour optimiser ses chances de, bah, en fait, non seulement de vivre plus longtemps, mais surtout de vivre en meilleure santé. Parce que tu vois, vivre 100 ans, mais si à partir de 60 ans, tu es tétraplégique, c'est moins sympa que vivre 100 ans et tu peux toujours marcher, tu es autonome, etc. Mmh. Ouais. Il y a ça aussi dans nos sociétés, c'est qu'on veut absolument rallonger la durée de vie. De toute façon, les sociétés évoluent de telle sorte à ce que toute cette hygiène, ces mesures d'hygiène, les programmes en médecine, ont fait qu'on vit de plus en plus longtemps. Il faut voir après dans quelles conditions. Justement, les personnes qui arrivent à la on parle de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. C'est Mhm. pas, c'est ouais, c'est lié à la mort ça? Quand on parle de crise existentielle dans ces moments-là? Est-ce que c'est mais en fait, jusqu'à présent, je me suis pas j'ai pas vécu en réalité. J'ai juste fait ce que je Mhm. devais faire, mais à aucun moment, j'ai décidé de vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et ça, c'est la mort qui permet d'avoir ce genre de pensée. Ben, je pense, ouais, il y a un moment, il y a forcément dans la crise existentielle, c'est qu'il y a en fait, il y a une séparation entre ce que tu penses être et ce que tu es réellement. Et quand tu vois que, tiens, je pense être comme ça, etc., et que tu vois la réalité de la chose en disant, non, en fait, je ne suis pas du tout ce que je pense être, là, il y a crise existentielle. Tu es un peu scindé en deux. Mais est-ce que c'est le rapport à la mort ou pas? C'est possible que, passé un certain âge, c'est un peu plus ça. Tu vois, genre à 50 ans, tu as plus un rapport à la mort, plus, tu vois, ton corps change, tu as la ménopause chez les femmes, l'andropause chez les hommes, ce qui fait que tu as aussi un changement hormonal. Tu as une crise un peu, tu as peut-être déjà, je sais pas, acheté, eu des enfants, tes enfants sont grands, tu peux enfin penser à toi, on va dire. Tu t'autorises à penser à toi et du coup, il y a une forme de crise comme ça. Et je pense que c'est accentué par le temps qui passe. Ça, c'est sûr. Mais tu peux avoir une crise existentielle. Moi, je l'ai eu à 27 ans, mais la plupart de mes clients, ils ont une trentaine, quarantaine d'années. Ils l'ont eu vers 33 ans. Euh, mais elle n'est pas forcément liée à la mort. Elle est plutôt liée au fait que tu n'étais pas tout à fait vivant. Ou alors, tu avais une vie pas forcément différente je sais pas, d'un animal non humain qui n'a pas notre capacité de conscience. Waouh! Oui, cette conscience, on peut la voir à ce moment-là comme une sorte de malédiction, parce que c'est elle qui nous fait nous sentir Mhm. mal. Ah bah oui, c'est clair, c'est à la fois notre meilleur atout, mais aussi notre pire ennemi. Mmh. Tu avais le philosophe Pascal qui décrivait la condition humaine au sens de imaginer, alors, je ne sais plus, c'est des gens enchaînés, ouais, enchaînés dans une forme de prison,
et chaque jour, t'en vois un qui se fait égorger sous tes yeux. Et voilà la condition humaine, au sens où bah, tu es condamné à être ici, sur Terre, et à mourir. Alors Pascal, c'était pas le type le plus joyeux du monde. Ah ouais, le mec. Ah ouais, non, c'est clair. Et pareil, tu as Schopenhauer qui disait vivre, c'est souffrir, avec cette fameuse phrase horrible qui est la vie est-elle un pendule oscillant entre souffrance et ennui? C'est pas le genre de type que tu vas inviter à ta fête, toi. Non, c'est clair. À tes 40 ans pour ta crise Ah ouais, non, c'est existentielle. clair. Non, non, c'est clair. Mais, mais d'un autre côté, ils n'ont pas totalement tort dans la mesure où effectivement, dans les faits, on est sur Terre et dès l'instant où on est, au sens être au monde, on est suffisamment vieux pour mourir. C'est horrible, mais c'est une réalité. Le nouveau-né peut déjà mourir. Ouais. Et je crois que c'est les stoïciens, tu disais comment, il y a une question que je n'ai pas répondu, mais comment est-ce qu'on peut un peu apprivoiser notre rapport à la mort pour en avoir moins peur? Et chez les stoïciens, c'était vraiment des exercices où il fallait se représenter la mort un petit peu chaque jour, ou je ne sais plus si c'était Sénèque ou Épictète qui disait aime tes enfants, mais n'oublie jamais qu'ils peuvent mourir avant toi. Enfin, pareil, le genre de type que tu vas pas forcément inviter chez toi, prendre le thé. Mais vraiment au sens où tu t'habitues tellement à la mort qu'après, tu t'es OK avec ça. Mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais. Tu vois, Ouais, comme les personnes qui travaillent dans les services funéraires, leur quotidien, c'est enterrer des gens, bah, ils doivent avoir un rapport à la mort particulier, même dans le domaine de la santé, dans le domaine dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Ils ont un rapport assez détendu, ouais, détaché. détaché plutôt, ouais, à la mort parce qu'ils sont confrontés tout le temps. Mais en même temps, ça te permet pas d'être détaché de ta propre mort non plus. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, ils côtoient surtout la mort des autres, pas Ouais, c'est forcément. ça, pas forcément la leur. Et puis, ils ont peut-être aussi une famille et... Mhm. Ouais, ok. Mais c'est difficile de côtoyer sa propre mort. Quelle expérience on pourrait se faire ou quelles questions on pourrait se poser pour se dire que pour en faire une force plutôt qu'une faiblesse de cette mort? Euh, Soit on pourrait essayer d'imaginer, alors, je ne sais même pas comment dire un monde sans nous. En fait, je pense qu'on pourrait mobiliser Camus, je ne sais plus dans quel bouquin, mais lui, il parlait plutôt du suicide, au sens où il disait ben, le suicide, c'est la première question philosophique. Non, parce que si tu te savoir, est-ce que ça vaut le coup ou pas de vivre, sachant qu'on va mourir. Dès l'instant où tu te dis bah, non, ça vaut pas le coup, bah, tu décides de quitter du coup ce monde, tout le reste n'a pas d'importance. Avoir peur de la mort, avoir quel sens donner à ma vie, est-ce que je vais rencontrer l'amour, est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais être un bon père, une bonne mère de famille, est-ce que j'aurai une relation amoureuse épanouie, etc., etc. Toutes les peurs qu'on peut avoir, ça, sont des peurs liées au fait que inconsciemment, on s'est dit que ça valait le coup de vivre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, bah oui, oui. Ouais, parce que du coup, si on se dit à quoi bon, euh, ouais, là tu perds tout goût à la vie. Ça sert plus à rien de vivre, quoi qu'il se passe. Ouais. Mais en même temps, on avait déjà une discussion à l'époque, je me souviens, tu avais dit quelque chose du style, oui, mais comme on peut disparaître du jour au lendemain, Mhm. autant faire ce qu'on veut dans la vie. Parce que au final, Ça n'a pas si, d'importance. voilà, ça n'a pas d'importance. Ouais. Donc, en partant de ça, euh, si on se dit que à quoi ça sert, Mhm. il y a deux réactions finalement. C'est soit je quitte ce monde, soit je fais vraiment ce ce que je veux.
Mhm. Ah, pour le coup, ouais, c'est très dichotomique. Ouais. Il n'y a pas, ouais, il y a pas une pluralité de choix, pour le coup, je trouve. C'est soit oui, soit non. Mais si c'est oui, dans ce cas, et c'est peut-être justement de ça dont les gens ont peur, c'est pas tant de la mort, mais de la responsabilité de leur vie. Comment ça, la responsabilité de leur vie? Bah, au sens de assumer la vie dans tout ce qu'elle a. Les bons moments comme les moins bons. Toi, une forme de mariage. Toi, quand tu fais tes vœux, acceptez-vous de, je sais pas, je connais rien au mariage, mais de l'aimer encore et toujours, dans les bons moments comme dans les pires, etc., etc. Tu pourrais faire une forme de mariage à la vie, au sens où, quoi qu'il arrive, la vie, elle sera là, dans les bons moments comme dans les moins bons. Ce serait complètement con d'accuser la vie, parce que tous les moments de souffrance, comme les moments de pur bonheur, font partie intégrante de la vie. De la même manière que quand tu épouses quelqu'un, en tout cas quand tu es en relation avec quelqu'un, dans une relation saine, j'entends, tu acceptes la personne telle qu'elle est, mais pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Sinon, c'est que tu n'es pas en couple, enfin, couple, troupe ou je sais pas quoi, avec la personne entièrement. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, quand tu nais, en fait, c'est une sorte de mariage forcé avec la vie. Ben ouais, Enfin, là, à force de discuter, de réfléchir, c'est presque ça, parce qu'on ne te demande pas ton avis. On ne te demande pas ton avis, ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que... Parce que, tu vois, dans le mariage, on peut divorcer. Ouais, Le suicide, en fait, c'est un divorce avec la vie. on pourrait voir ça, un divorce avec soi-même en tant que membre à part entière de la vie, parce qu'au finalement, la vie n'existe que quand on est vivant. Bah, si tu n'existais pas, bah, tu n'aurais pas conscience du monde et de la vie dans laquelle tu es. En fait, du coup, c'est une relation, le suicide, c'est à la fois un divorce avec la vie, mais c'est surtout avec soi en tant qu'être vivant qu'on divorce. C'est-à-dire que c'est Hmm. devenu tellement difficile, tellement dur, ça doit être horrible, que tu te dis, ben, je n'ai plus la force en fait d'y croire. Ouais, c'est triste. Ah oui, c'est pas, c'est toi, c'est pas le sacrifice héroïque au sens de, bah voilà, tu vois, mon existence a moins d'importance que pour sauver l'humanité ou une personne en particulier ou quoi que ce soit. Là, c'est pas une forme de suicide. Genre, tu vois, il y avait eu, je sais plus quand, une attaque terroriste et il y avait eu un soldat qui avait sacrifié sa vie pour sauver justement, je sais plus combien de civils. Il s'est pas suicidé. Enfin, il s'est pas dit, oh, Il s'est là, sacrifié, on va dire. il s'est sacrifié. Du coup. Il a rendu son existence sacrée. C'est le terme sacrifié. Par contre, quelqu'un qui n'en peut vraiment plus, des personnes qui sont atteintes de mélancolie, terme médical du terme, qui se sentent déjà décédées à l'intérieur. Et qui, pour elles, la seule solution, c'est d'abréger leur souffrance. Et dans ce cas-là, effectivement, elles ont divorcé d'elles-mêmes d'une certaine manière. Mais tu vois que le rapport à la mort, il a aussi une force, au sens où on voit que tous les bâtiments, je crois que c'est Ernest Becker qui a écrit ce bouquin-là, Le déni de la mort, où il explique que justement, on essaye de créer un soi immortel à travers toutes les créations, que ce soit intellectuelles, des monuments historiques ou quoi que ce soit, pour laisser une trace du coup sur le monde, enfin sur et dans le monde, même après notre disparition. Tu vois, genre Napoléon est mort il y a de belles lurettes. Cependant, on se souvient toujours de lui pour ses batailles, pour ses conquêtes, etc. Jules César, Louis XIV. Louis XIV, il s'est pas dit, enfin, tiens, je vais faire Versailles, c'est sympa. Non, je pense qu'il s'est dit, ah, tiens, je vais faire Versailles, et inconsciemment, ça va me permettre de marquer l'histoire. Hmm. Enfin, ça peut être une force. Oui, ça peut être une force, ouais. C'est pour ça que il y a, il y a ce concept, je l'appelle l'héritage artistique. Mhm. Lorsque tu peins, lorsque tu crées de l'art, tu le laisses
derrière toi. Une fois que tu n'es plus là, bah, c'est la chose qui reste de toi. Mhm. Oui, tu vis à travers ton œuvre. Enfin, ton œuvre vit pour toi, elle prend le relais. Ce qui permet peut-être d'avoir un rapport un peu plus sain ou à la mort. De se dire qu'il n'y a pas une fin, c'est ça? Oui. Non pas l'idée non plus que la mort, c'est un nouveau chemin ou quoi que ce soit. Moi, j'y crois pas trop à la vie après la mort. Mais juste que ben, ça fait partie intégrante de la vie. C'est un tout. On est de la terre et on va nourrir ce qui nous a nourris. Tu vois, c'est un peu. Je sais pas si tu as déjà regardé l'animé Full Metal Alchemist. Ah non. Non? En fait, dedans, alors c'est un manga et un animé, mais dedans, il y a le principe d'équivalence. Au sens, tu vois, admettons de l'alchimie, tu vois, si je veux faire apparaître ce verre, bah, il faudrait que je sacrifie quelque chose. Et notamment, ce qui a été sacrifié pour fabriquer ce verre, c'est, alors, je sais plus comment est fait le verre, mais je crois que c'est genre du sable, de l'eau chauffée, de Ouais, du silicium, etc. des choses comme ça. Et ça a créé ce verre. Et ce qui fait que, tu vois, le principe d'équivalence, pour nous permettre de vivre tout ce qu'on a envie de vivre, le coût de la vie, ça peut être notre personne. Parce que tu vois, on pourrait dire, ah oui, c'est dur, ah oui, c'est chiant, ah oui, je galère à lancer mon projet, etc. Oui, mais si tu peux faire tout ce que tu fais là, c'est uniquement parce que tu es en vie. Et du coup, le coût de tout ça, de prendre, on va dire, au monde, de prendre à la nature pour consommer, on va dire, le monde, bah, tu peux le payer de ta vie. Au sens, bah voilà, juste, tu retournes en terre, tu nourris des êtres vivants qui t'ont nourri, tu nourris des plantes, etc. Ouais, donc Si tu vois un peu. le fait de bâtir ce que tu veux dire, c'est que le fait de bâtir un projet, le coût de bâtir ce projet-là, ça peut être ta vie. Mhm. Par exemple, un Elon Musk, il est en train de bâtir un projet d'aller conquérir l'espace. Mhm. C'est bien ou c'est pas bien, ça, ok, mais Ouais. il est prêt à donner sa vie pour ça. Mhm. Pourrait voir ça comme ça. Et pas, l'idée, c'est pas de souffrir, tu vois, un peu très judéo-chrétien, au sens ah, le travail, c'est dur, etc. C'est juste que bah, c'est un choix de vie, après. C'est le coût, la compensation. Ouais. Que tout a un coût. Mm. Ouais, donc, pour récapituler cette discussion, moi, ce que je retiens surtout, c'est que la vie est un mariage forcé et on peut choisir de le consommer ou pas, Mhm. mais on a quand même tout intérêt à vraiment faire ce qui nous fait vibrer. Mhm. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'a pas d'importance. Mhm. Exactement. C'est, si je veux aussi résumer un petit peu la structure, c'est que on est parti du rapport à la mort en disant que selon les cultures, certains ont un rapport plus ou moins à la mort, on va dire sain. Chez les bouddhistes, le côté bah, la mort fait partie de la vie, du coup, il ne faut pas en avoir peur. Chez les occidentaux, c'est un peu plus beaucoup plus mis de côté, ce qui fait que ça engendre une forme de, de peur, du coup, de rapport non sain à la mort, alors que ben, c'est Ouais. juste partie de la vie. Et que effectivement, on peut voir le fait de vivre comme un mariage forcé, ou une autre image, tu vois, ça peut être, on te fout dans une pièce, dans une fête foraine, tu vois, où il y a des choses bien, des choses pas bien, et que tu kiffes. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dedans? On t'a pas demandé ton avis pour venir sur Terre. Par contre, tu as toujours le choix de la manière dont tu veux vivre sur Terre. Et ça, tu peux l'avoir soit avec la peur de la mort, et du coup, comme la mort fait partie de la vie, la peur de vivre, ne rien tenter, soit être
OK avec la mort et l'avoir même comme moteur en disant, bon, bah, de toute façon, à la fin, le résultat sera le même, bah, autant kiffer. Bah, je pense qu'on peut rester là-dessus, hein, sur le fait de autant kiffer. Bah, ouais, de toute façon, puisque une fois mort, ça n'aura plus d'importance. Exact. Ok. Bah, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Également, ces vidéos sont disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et autres. Et autres. Et autres. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on vous retrouve très bientôt pour le prochain thème de Radio Philo. Salut! Bonjour et bien. Alors, ah oui, merde, je regarde pas la caméra. Bonjour tout le monde! Bonjour les gars, comment allez-vous? Le mec, il regarde pas du tout. Alors Simon, qu'est-ce que t'en penses? En train de se faire des œufs comme ça.